Alors, pour les personnes que je retrouve dans cette conférence, je suis ravie de vous retrouver bien sûr, et puis pour toutes les nouvelles, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des outils, enfin des moyens de connaissance que j'utilise, qui sont l'astrologie chinoise, la chirologie, qui est un peu moins connue, et les séances énergétiques. Donc on va essayer de voir un petit peu comment je m'en sers et vous apporter bien sûr des connaissances là-dessus. Et puis, dans un second temps, on essaiera d'aller voir finalement dans nos vies humaines quelle est la part donnée au libre arbitre. Parce que quand on y réfléchit, si on a un peu un destin pré-tracé, qu'est-ce qui nous reste comme libre arbitre? Donc on va essayer d'aller un petit peu regarder ça. Donc moi je m'appelle Marina Kner, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom d'auteur c'est Keren, Marina Keren. Et il y a plus de 23 ans maintenant que je travaille en astrologie et en développement personnel. Alors on va commencer tout doucement avec l'astrologie, si vous le voulez bien. L'astrologie, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? J'ai un petit peu expliqué dans ma conférence d'avant-hier qu'au fond, ce que les scientifiques reprochaient à l'astrologie, c'est peu de choses. Ils reprochent une terminologie qui n'est pas la même, du genre « le soleil est une étoile et non pas une planète ». Ils reprochent le fait qu'elle n'est pas une formule mathématique, mais je vous assure, tant mieux pour nous. Parce que si à l'arrivée d'un thème, tout le monde disait celui-là sera criminel, celui-là sera président, quelque part on est tous fichus. On rentre dans vraiment une ligne, dans un chemin, dans une autoroute. Donc il vaut beaucoup mieux pour nous qu'on ait un peu plus de place, et effectivement l'astrologie, ça laisse la place au libre arbitre, et c'est là tout son intérêt. Alors ensuite j'ai expliqué que l'astrologie, au fond, elle est très logique et elle a une dynamique structurelle que les scientifiques comprennent très bien, puisque nous sommes tous dépendants du lever du soleil jusqu'à l'arrivée des luminaires que sont la lune et les étoiles. Et bien quelque part nous sommes tous dépendants du milieu autour de nous. Là, le lever du soleil avec toutes ses nuances jusqu'au coucher du soleil, c'est ça qu'étudie l'astrologie. C'est un peu comme ça commence d'ailleurs l'astrologie avec le soleil dans le signe de naissance. C'est-à-dire que nous sommes un peu comme une journée avec des nuances qui va s'échelonner sur le temps. Et donc cette dynamique fondamentale de l'individu, elle correspond à la dynamique qui est autour de nous, qui est celle du temps, qui est celle des heures, qui est celle du jour, qui est celle des mois et qui est celle des années. Donc elle est parfaitement logique. Donc ça, la science l'accepte complètement. Donc ça, c'est une première chose. Alors après, j'ai un petit peu expliqué qu'elle avait le grand avantage de nous relier à la fois au transpersonnel, puisqu'elle parle des étoiles. Les Indiens disent les astres et les planètes sont le reflet de ce que nous sommes dedans. Donc il y a l'idée d'une résonance, il y a l'idée d'une synchronicité que Carl Jung a beaucoup étudiée. Et puis il y a en même temps, en dehors de cet aspect transpersonnel immense, qui est peut-être le seul outil qui peut nous donner ça, parce que finalement ni la psychologie, ni beaucoup d'autres moyens ne peuvent nous mettre en rapport avec le cosmos. Et d'un autre côté, elle nous parle de l'individu, et c'est ça qui est toujours très étonnant, parce que quand on monte un thème, la personne se reconnaît parfaitement dans le thème, et elle dit « Ah oui, on parle de moi ». Alors pourquoi on parle de moi? C'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer. Quelque part, pourquoi est-ce qu'elle est à la fois transpersonnelle et individuelle? Parce que, comme je vous l'ai dit, elle nous relie aux planètes, elle nous relie à la dynamique du monde dans lequel nous vivons, et en même temps, elle parle d'une individualité qui nous vient de la généalogie. Parce que nous ne naissons pas à une heure, à un endroit, par hasard. On pourrait le croire, mais c'est faux. En fait, c'est l'inconscient de toute une famille qui nous amène à naître à un moment et à une heure précise d'une année, etc. Donc, elle porte le destin familial. Et au fond, ce qu'on voit à l'arrivée d'un thème, c'est cette liaison extraordinaire entre le transpersonnel et l'individuel. Bon, voilà, en peu de mots dit le rapport qu'il peut y avoir et la richesse qu'on peut trouver en astrologie. Toutes les astrologies, bien sûr, pas seulement la chinoise, pas seulement la chaldéenne, mais on pourrait aller chercher l'astrologie inca comme l'astrologie hébraïque. Toutes les astrologies vont essayer de comprendre la résonance qu'a un individu entre son heure de naissance et la dynamique du monde autour de lui, la dynamique fondamentale du monde autour de lui et en lui-même.
Alors moi, je m'occupe plus, comme je vous disais, d'astrologie chinoise. La chinoise, elle est très synthétique, elle est très percutante et elle nous donne d'emblée une dimension cosmique et c'est là son intérêt. L'astrologie chinoise, elle nous voit comme à travers une télévision interne et elle est faite, elle nous permet de visualiser 4 colonnes qui sont des colonnes du destin, mais sous forme d'images. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous appeler Edith ou Josette ou Alain, vous allez être rayonné en fait sous forme d'images qui vont vous décrire comme le feu du haut du ciel, l'eau qui pénètre et fertilise, la terre des grands chemins ou le feu de la foudre. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que dans les 4 images qui vont sortir à l'intérieur de votre thème, premièrement, vous allez parfaitement vous reconnaître, même si on parle du cosmos, et en plus, ça vous donne d'emblée une vision extrêmement large et vue d'avion de votre vie. Donc ça, c'est une très grande richesse que seule possède l'astrologie chinoise. Alors, la chinoise, elle est très ancienne. On en retrouve des traces au XVe siècle sur les omoplates de bœuf et les carapaces de tortue. On sait qu'à cette époque-là, donc 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, on se servait déjà de l'astrologie, du Yi King, des 4 colonnes du destin et beaucoup d'autres choses aussi. C'est une astrologie solilunaire, c'est-à-dire qu'elle tient compte des 2 grands luminaires que sont le Soleil et la Lune, bien entendu, et elle va donc comporter une analyse zodiacale, ce qu'on appelle une imagerie zodiacale, et j'ai expliqué que par exemple Marguerite Yourcenar trouve que l'imagerie du zodiaque, elle est plus riche et plus complexe que la psychologique de nos jours. Donc ça va loin quand même, parce qu'effectivement, en astrologie, on tient compte de beaucoup de nuances. L'être humain n'est pas d'un bloc, tout le monde le sait, on est très complexe. Et quelqu'un, par exemple, qui est très peureux dans une situation peut se révéler très courageux dans une autre. Donc ça n'est pas simple, 1 et 1 ne font pas 2 ici. Donc l'astrologie chinoise, elle va tenir compte des 12 signes du zodiaque, qui ne sont pas les mêmes, ni même les mêmes histoires que celle de l'astrologie que vous suivez sur le Midi Libre ou ailleurs, ou sur Femmes d'aujourd'hui ou autre, mais elle va tenir compte de 12 signes qui, eux aussi, ont une histoire. Ces 12 signes, c'est le rat, c'est le buffle, c'est le tigre, c'est le lièvre, c'est le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le sanglier aux soies noires. Donc je vous dirai un petit peu à la fin ce qu'on a vécu en année du tigre et par où on va passer l'année du lièvre. Mais si vous voulez, elle est riche parce qu'elle tient compte, donc comme je vous disais, des 4 colonnes du destin qui sont faites de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance, avec une imagerie cosmique. Elle tient compte des signes, elle tient compte des éléments. Et c'est très important les éléments parce que personnellement, je pense que les éléments, c'est notre résidu karmique. Je pense que de vie en vie, quand nous arrivons tous avec un poids en eau, en terre, en feu, en métal et en bois. Et en fait, je pense que derrière ce résidu qui est d'emblée à la naissance, il y a toute une histoire finalement de matière et de force de la matière derrière qui nous vient de toutes nos émotions passées. Donc c'est vraiment intéressant d'aller se pencher dessus et ça permet aussi en naturopathie, en aromathérapie de vous donner beaucoup de conseils puisqu'on sait que ça va avoir un rapport avec les organes, avec l'esprit des organes et donc avec le psychisme. Il y a également une grande étude de constellations, puisque les constellations, c'est vos étoiles, c'est sous quelle étoile on est né, est-ce qu'on a beaucoup de chance, pas beaucoup de chance. Bon, bien sûr, les Chinois regardent tout ça. Et puis, on va regarder le poids du destin, qui est un très vieil oracle, pour vous faire un clin d'œil sur votre vie. On va regarder ce qui, moi, m'intéresse énormément, c'est-à-dire les lignes de tension et d'accord, qui me permettent de travailler avec vous sur la généalogie, puisque, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas venus pour rien. Nous sommes venus pour répondre à une question de nos ancêtres. Donc il faut aller se pencher sur ce tableau pour essayer de décrypter, de déprogrammer ces fameuses lignes qui arrivent là et qui montrent qu'on n'est pas venu pour rien. Donc il y a toute une réparation, une déprogrammation possible si on pose la bonne question. Donc ça, c'est déjà toute la...
on peut dire tout l'éventail de l'astrologie chinoise, auquel vont s'ajouter aussi un grand carré qui montre comment les éléments vont tourner tout au long de notre vie, et on le reconnaît très bien, c'est-à-dire le poids des choses, si on va partir à l'étranger parce qu'on a beaucoup d'eau, si on cherche une maison, si notre destin est un destin familial à accomplir. En fait, c'est très bien noté en astrologie chinoise. Et puis, il y a également le carré magique des 9 étoiles, qui est la façon dont la rivière de la vie coule chaque année, et comment nous coulons avec, coulons dans le bon sens, je veux dire, dans la fluidité, ou au contraire, comment nous nous opposons à ce carré. Donc, c'est toujours intéressant d'aller le retrouver en début d'année et de pouvoir composer avec. Donc, mon outil principal depuis 23 ans, c'est le thème astral chinois. Alors, j'ajoute un travail sur la main. Alors, d'abord parce que la main, c'est quelque chose qui est une vieille histoire avec moi, puisque je lisais déjà des mains en fac quand je faisais mes études d'enseignante, et que ça me passionnait, en fait, de regarder les paumes de main, les lignes, les formes. La main, c'est tout aussi ancien que l'astrologie. En fait, on pense que c'est Alexandre le Grand qui nous l'a ramené. Vous savez que c'était un petit surdoué, Alexandre le Grand. Et il nous l'a ramené à partir des tables d'émeraude, dans les tables de Thoth, Hermès Mercure, qu'il avait trouvées, et aussi des écrits de Pythagore. Alors c'est vrai que beaucoup de mathématiciens, astrologues, alchimistes se sont penchés sur le décodage en astrologie. Alors je dis décodage, c'était pas le même mot à l'époque, mais ils s'en sont tous servis, hein. Donc les mains, c'est très ancien. Le premier texte qu'on voit arriver sur les mains, il date des Indes, et c'est dans les grands textes védiques que l'on va voir apparaître, exactement, c'est dans les lois de Manu, qu'on va voir apparaître la profession de celui qui lit les mains, qui est un guérisseur, et qui peut vous dire votre date de mort, et qui peut vous dire aussi comment vous soigner. Donc c'était déjà une profession honorifique. On retrouve la même profession chez les Arabes. Ça s'appelle l'Ilm-ul-Kaf et il est considéré comme un prophète. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça va descendre avec Alexandre le Grand dans le bassin méditerranéen. Bien entendu, l'Inquisition va tout nous brûler. Elle va brûler tous les premiers livres d'études sur les mains. Et ensuite, ça va doucement revenir vers nous autour du XIVe, XVe siècle, où on va voir apparaître des livres importants avec la classification des formes de doigts et des paumes. Donc ça, c'est les travaux de Darpentini pour ceux qui s'y intéressent. Alors la main, quand on y pense, c'est quelque chose d'immense. La main, elle est formée de 27 os, d'une dizaine de muscles, de milliers de nerfs, et depuis finalement la préhistoire, c'est notre outil de fonctionnement. Elle a créé la première hache et aujourd'hui elle crée la première lentille à explorer l'espace. Les mains sont reliées au cerveau gauche et au cerveau droit. Main gauche, main droite. Ce qui nous permet d'aller travailler un peu sur l'inconscient et le conscient, le passé et le futur. Parce qu'effectivement, la volonté consciente s'inscrit sur la main droite. C'est pourquoi on regarde toujours les deux mains. Si on ne regardait qu'une main, ça veut dire qu'on s'arrêterait à ne pas voir ce que l'explication, la prise de conscience peut amener, parce que sachez qu'il y a des rectifications de lignes d'une main à l'autre. Ce qui montre que quand on travaille sur soi, on arrive à rectifier certaines erreurs. Donc c'est très intéressant. Alors la main, elle a été reprise au XXe, en fait, beaucoup, par plusieurs personnes, dont Carl Jung, bien entendu, qui a dit que la main était révélatrice de nos tendances, de notre psyché et de notre caractère, d'où, si vous voulez, un outil magnifique qui est immédiat. Parce que la main, il n'y a aucun calcul à faire, on se contente de regarder, et bien entendu, là, à ce moment-là, on va essayer d'étudier le trépied d'équilibre, la paume de main, les doigts, et ensuite les lignes, qui sont un peu les fleuves de la vie dans lequel s'inscrit l'agenda indiscret de notre vécu. Eh oui. Donc voilà un peu pour les mains. Bon, vous me poserez peut-être des questions là-dessus. Alors je vous propose bien sûr des ateliers mains, mais en fait ça vient avec beaucoup de facilité m'aider dans le travail astrologique. Parce que le travail astrologique est un calcul dans lequel, bien entendu, l'intuition arrive. Quand on monte un thème, on a déjà une image de la personne qui va venir vous voir. Et la main, c'est un ressenti, un vécu intuitif très très rapide.
en plus de l'analyse. Donc, d'ailleurs, les Chinois ont ajouté les éléments à la main, c'est-à-dire qu'il y a des mains bois, il y a des mains terre, il y a des mains eau, qui sont significatives aussi des grands tempéraments. Depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge, on étudie le tempérament. Qu'est-ce que la personne porte à la base comme tendance? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ces tendances? Mais déjà, quelles sont les tendances? Or, c'est souvent très intéressant d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous renvoie un miroir pour parler de ce que vous êtes. Parce que finalement, notre façon de nous voir est très subjective. Et avoir un autre miroir en face pour parler de nous, eh bien, ça va nous permettre de trouver la voie du milieu, comme dit Bouddha. Donc voilà un petit peu, grosso modo, pour ce qui est de la main. Et ensuite, à travers ce travail déjà de déprogrammation, d'émotion souvent, de reconnaissance de soi-même, je vous apporte, je fais suivre de 3 soins énergétiques. Alors l'énergie, c'est une très vieille histoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, mais l'énergie, les Chinois la décrivaient déjà sous forme de la vapeur d'eau qui s'élève du couvercle de la marmite et qu'on ne voit pas. L'invisible. L'invisible, l'énergie, la matière est énergie. C'est ce qui a été découvert relativement dans les 100 dernières années. Donc en fait, nous ne sommes que des énergies. En fait, nous sommes vides. Nous avons l'impression d'être pleins, mais nous sommes vides. Et cette matière accumulée, ça n'est jamais que du mental matérialisé et de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? Eh bien, un soin énergétique, ça va venir tenir compte de ce qu'en Inde, on a découvert depuis longtemps. Donc ça, c'est le travail des rishis, des voyants, qui ont remarqué, alors c'est pareil pour les Toltecs aussi, en Amérique du Sud, ils avaient remarqué qu'autour du corps physique se situaient plusieurs enveloppes. Ces enveloppes s'appellent les doshas et il y en a 5. Donc ces enveloppes, corps physique, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps aurique, qui est le dernier corps pour nous relier au divin, elles se chargent. S'il y en a une qui est trop chargée, qui ne va pas bien, eh bien petit à petit ça va descendre et impacter le corps physique. C'est pourquoi on ne trouve pas toujours la cause d'une maladie. Parce qu'on ne sait pas de quel corps ça vient. Donc à quoi ça sert un soin énergétique? Eh bien à déprogrammer, à nettoyer tous ces corps subtils autour de nous. Et quand on a déjà compris quelque chose dans l'analyse du thème, qu'on a déjà un peu, très souvent, quand on arrive à certains moments de ligne de tension, eh bien la personne qui est en face de moi se met à pleurer ou elle a les larmes aux yeux parce qu'on a touché quelque chose. Eh bien ensuite, il faut que le corps l'écoute. Parce que le corps met beaucoup de temps à se déprogrammer. On peut prendre conscience de quelque chose, comme par exemple on se dit, tiens, je sais pas moi, je referai plus telle bêtise, j'ai compris. Mais en fait, ça met plus de temps que ce qu'on croit à ce que le corps l'entende. Et c'est pourquoi les soins énergétiques viennent derrière, à travers le toucher, les points d'acupressure, les odeurs, nous ramener à des émotions, à du vécu, et le nettoyer comme si on le nettoyait une deuxième fois, comme si on venait renettoyer la matière du corps cette fois. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu le parcours que j'ai fait pendant ces 23 dernières années pour ajouter énormément d'outils à mon travail de base qui était donc l'astro. Donc tout ceci est venu pour compléter. Alors bien sûr, j'ai ajouté aussi, parce que quand on se penche sur le corps et la matière du corps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des mémoires. Et derrière les mémoires, il y a le karma, il y a la mise en action du karma. Il y a des mémoires. Effectivement, si on arrive avec énormément d'eau ou énormément de terre, on se dit d'où ça vient. D'où ça vient? Alors d'accord, peut-être la généalogie, mais pas que. Donc à ce moment-là, ça viendrait d'ailleurs. Et si ça vient d'ailleurs, ça vient peut-être de mémoires qui ont été engrammées dans mon corps ou dans mon histoire et qui viennent de vies antérieures. C'est pourquoi j'ajoute aussi le travail des vies antérieures en fonction des 12 signes. Ça, c'est de l'astrologie indienne. Alors maintenant que vous avez un petit peu un panorama, j'espère, de l'astrologie de la main et des séances, je vais vous parler de la question que ça pose, qui est une très grande question, puisque si on est aussi déterminé à la naissance, à la fois par la généalogie, qui a voulu des choses de nous. On n'a pas tel prénom pour rien, on n'est pas né à tel moment pour rien,
Printemps, été, automne, hiver, tout est signifiant. Il n'y a aucun hasard. Vous savez ce qu'a dit Einstein? Il a dit que Dieu, c'était le hasard qui se profilait incognito. Bon, voilà. Hein, donc, il n'y a pas de hasard. Donc, si tout ça est déjà non hasardeux, hein, ou alors le hasard serait bien hasardeux, hein, c'est le cas de le dire, eh bien, s'il y a déjà tout ça, on se dit, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme possible? Et là, je vais passer par l'histoire de 3 grands mythes. Alors, on va voyager vers la Grèce, plutôt. Je vais passer par l'histoire de 3 grands mythes, parce que je crois que le problème principal de l'homme, ça n'est pas l'amour, c'est la liberté. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 3 grands mythes qui le racontent. Il y a le mythe de Prométhée, le mythe d'Icare, que tout le monde connaît, et puis il y a aussi en astrologie l'histoire de Chiron. Alors, je vais un petit peu essayer de vous expliquer tout ça. Prométhée, qu'est-ce qu'il a fait? Prométhée, il est allé voir les dieux, il leur a pris le feu pour le donner aux hommes, parce qu'il trouvait que les hommes étaient vraiment très misérables. Alors c'était peut-être le temps de la nuit, de la noirceur, où on n'avait pas encore trouvé le feu, qui sait. Mais en tous les cas, il leur donne le feu, mais les dieux sont très en colère, et ils enchaînent Prométhée à une montagne, et un aigle vient lui dévorer le foie toutes les nuits. Donc c'est cette histoire, ce mythe, il nous parle de la liberté de l'homme face aux dieux. C'est-à-dire, y a-t-il un déterminisme? Sommes-nous des dieux en puissance? Bon, je vous rassure, Prométhée sera finalement libéré. Hein. Mais est-ce que nous sommes des dieux en puissance? Est-ce que nous avons véritablement un pouvoir? Ou est-ce que ce pouvoir, finalement, est très limité ou nous est enlevé? C'est la première question que pose Prométhée. Le deuxième mythe très important, c'est celui d'Icare, qui en plus rejoint une histoire généalogique. Icare, qu'est-ce qu'il a fait? Icare, c'est le fils de Dédale, et Dédale était un très grand architecte qui a construit le labyrinthe du Minotaure, et pour que son fils arrive à s'en sortir, il lui a fait des ailes, et Icare est allé se brûler au soleil, ivre de liberté. On revient encore sur l'idée de la liberté face au divin. Hein, le soleil, c'est Ra, c'est le divin. Hein, en Égypte ancienne, c'est Ra. Et par conséquent, on est encore dans l'idée d'un père jaloux de son fils, donc ça c'est très généalogique, mais en plus d'un homme qui finalement a découvert, est ivre de quelque chose, croit qu'il a le choix et va se brûler les ailes. Ce qui nous indique encore une fois qu'on n'a pas tout à fait le choix. Alors, quel choix nous reste-t-il? Eh bien, c'est peut-être Chiron qui nous en parle. Alors, Chiron, c'est un centaure, donc il est moitié homme, moitié taureau. Il est le fils de Cronos le temps et d'une petite nymphe qui vit sur la terre. Donc, Chiron représente un astéroïde au-delà de Saturne. Cet astéroïde qui passe au-dessus de Saturne, donc qui est loin de nous, qui est loin des planètes qui tournent autour du Soleil, indique le passage que nous avons à faire entre le matériel et le spirituel. Parce que Saturne est une planète qui nous oblige à nous matérialiser à cause du temps. En fait, c'est le temps qui nous oblige à descendre et à vivre sur cette terre. Naissance, adolescence, maturité, vieillesse et mort. Ça, c'est Saturne. Et dans la légende, on dit Saturne dévore ses enfants. C'est nous, puisqu'il nous emmène à la mort. Il nous fait vivre un temps, puis il nous embarque. Hein. Donc, par conséquent, quand on passe Saturne dans l'interplanétaire, on arrive sur ce qu'on appelle les transsaturniennes, c'est-à-dire Pluton, Neptune, Uranus. Des planètes de conscience qui ne sont plus individualisées. Des planètes où on n'a plus de corps en astrologie. Des planètes où on est libre. Voilà l'histoire de la liberté. Il nous faut passer quelque chose. Donc nous, tant que nous sommes incarnés et que nous sommes au-delà de Saturne, c'est-à-dire que nous vivons les planètes Vénus, Mercure, etc., que vous connaissez, nous n'avons pas la possibilité de passer au-delà de Saturne. Mais nous devons aller d'une conscience terrestre individualisée vers une conscience qui n'est plus individualisée, qui est une conscience cosmique. Voilà l'histoire de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que notre travail est de comprendre qu'à un moment donné, nous allons quitter notre petit ego pour aller vers un ego spirituel. Je pourrais dire ça comme ça.
c'est-à-dire un ego qui n'est plus dans cette dimension-là, et c'est là que nous rejoindrons Prométhée pour devenir des dieux. Enfin, entre guillemets peut-être, mais voilà, c'est l'histoire. Hein. Donc si vous voulez, on a tout un travail à faire qui va dans un sens et dans l'autre. Parce que quand on n'a pas fini notre exploration, on redescend. Après notre mort, nous partons au-delà de Saturne et nous revenons en passant par le temps, Saturne, pour revivre les différents passages des planètes et s'incarner pour vivre la famille, la fratrie, le social, la personnalité, l'amour, etc. Ça, c'est tout le passage des planètes qui sont vers nous, autour de notre Soleil, pas les transsaturniennes, bien sûr. Donc voilà, grosso modo, l'histoire de la liberté. Alors, est-ce que nous avons beaucoup de possibles? Eh bien, j'ai envie de vous répondre, non, nous pouvons peu. Nous pouvons peu, puisqu'il y a déjà tout un déterminisme qui est là, à travers l'astrologie, à travers notre corps physique qui nous enferme, c'est une prison le corps. Hein. Donc on a d'abord un travail à faire pour se libérer ici. C'est-à-dire que plus on va regarder de quoi est fait le thème, de quoi est fait notre passage sur cette terre, plus on va essayer de comprendre et plus on va cheminer vers un peu plus de liberté. Voilà un petit peu comment les choses pourraient fonctionner, en sachant que bien sûr on n'a jamais fini, que le temps est éternel. Les taoïstes parlent d'immortalité, hein, mais Confucius a dit « celui qui ne connaît pas son destin n'est pas un homme véritable ». C'est vraiment l'idée que, quelque part, nous avons un travail à faire de conscience ici pour quitter le petit ego, la petite incarnation, et aller vers quelque chose de plus large, qui est à ce moment-là une conscience collective. Alors, vous savez quand même qu'on est dans l'ère du Verseau, on rentre plus ou moins dans l'ère du Verseau, et curieusement, on est dans l'ère du Verseau, mais en même temps, on est dans la fin de l'ère de Kali, c'est-à-dire c'est juste l'opposé. L'ère du Verseau, c'est au contraire le porteur des eaux spirituelles, c'est-à-dire qu'au contraire, on doit tous se réunir, on doit tous faire des choses ensemble, et tout va très vite, et on doit arriver à une conscience collective. Et d'un autre côté, on est dans la fin de l'ère de Kali, qui nous assombrit, c'est l'ère noire, qui nous dit on est enfoncé dans la matière, on est tous individualisés et il va falloir s'en sortir. Donc on vit un très grand contraste en ce moment, qui est très marqué depuis l'année du rat, en fait. Hein. Moi, j'avais bien signalé que l'année du rat, c'était une année d'épidémie. Bon, ben, c'est tombé l'année du Covid. Hein. Et puis, l'année dernière, j'avais mis sur Instagram une vidéo pour un petit peu parler des conflits de l'année du tigre. Parce que le tigre, c'est quelqu'un d'assez féroce, d'assez farouche. Et en fait, voilà, ça a été la guerre d'Ukraine. Et l'année prochaine, parce qu'il faut quand même un petit peu vous dire ce qui va arriver, c'est l'année du lièvre. Et le lièvre, c'est relié, le lièvre, ça fuit. C'est relié aux peurs. Donc on va être un peu dans une année test, où on risque de vivre beaucoup de peurs au niveau des différentes guerres et conflits, hein, Chine, Russie, Iran, voilà, on risque d'avoir ce problème-là. Mais en Chine, on dit que le lièvre est une année de diplomatie aussi, et que c'est une année idéale pour se centrer sur soi. Donc profitez-en. Hein. C'est une année idéale pour aller essayer de se comprendre. C'est une année un peu famille aussi, mais c'est une année où on peut vivre beaucoup de peur et d'incertitude au niveau mondial, avec beaucoup de carences aussi et de difficultés. Bon, parce que c'est un lièvre eau, et l'eau, eh bien, on peut plonger, mais on peut aussi plonger vraiment, quoi. Donc, c'est un petit peu difficile quand même. On est encore dans une année de transition, hein, pour ce qui est de l'année du lièvre. Alors après, je pense que peut-être vous aurez envie de me poser des questions. Donc, je vais terminer en vous disant une phrase de Chuang Tzu, qui est un très grand taoïste. C'était un élève de Lao Tzu qui était libre comme un papillon, dit-on. Et vous savez, les taoïstes, ils vivaient en haut de la montagne parce qu'ils considéraient qu'en haut de la montagne, ils touchaient déjà le ciel, donc ils étaient comme des immortels heureux. Ça, c'était la notion taoïste. Et Chuang Tzu a dit ceci, dans un de ses premiers préceptes, il a dit, selon chacun, l'horizon peut être vaste ou limité. Donc, il nous indique par là qu'il nous faut ouvrir les yeux de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut être curieux. Il faut s'interroger, il ne faut pas rester sur nos acquis,
Il faut même, quelque part, peut-être des fois se faire violence sur nous-mêmes pour aller dire, tiens, ben, qu'est-ce qu'on pense finalement? Qu'est-ce que penserait l'astrologie de moi? Est-ce que j'ai pas quelque chose à comprendre? Est-ce que j'ai pas un aspect de moi-même que je n'ai pas vu? Et est-ce que je ne pourrais pas en tirer un potentiel? Et est-ce que ça ne me rendrait pas plus libre? Voilà toute l'histoire. Donc je termine avec Chuang Tzu. Voilà.